L'armée russe n'avait jamais été aussi mise sous pression depuis 4 ans. Elle se retire simultanément sur 4 fronts, depuis Zaporilla jusqu'au Donbass. Des positions cruciales sont perdues le long de la ligne de front. Les lignes de défense se disloquent. Les voies d'approvisionnement sont coupées. L'élan des combats s'inverse pour la première fois et le commandement russe panique. Cette situation ne se résume pas à une simple perte de territoire. Chaque poste abandonné ouvre une nouvelle porte à l'Ukraine, et les conséquences à venir sont bien plus redoutables. Les avancées sur le front sud dégagent le chemin d'une attaque blindée surprise, dont la destination finale est la Crimée. Au cours d'un récent assaut, l'unité Artan du principal service de renseignement ukrainien, sous le commandement de Aao Uor, a repris Stepnirsk après 15 jours de siège, un assaut plus long que celui de Carthage. Malatok-Machka est passé sous contrôle ukrainien peu après, et Plavny a été dégagé. Les positions de Chebaki et de Kamenskoe, le long de la ligne, sont sous pression, poussant les forces russes vers le fleuve Yanchakra. L'importance de ces villes réside moins dans leur nom que dans la ligne qui s'ouvre derrière elles. Le contrôle de Stepnirsk crée un corridor logistique entre Origiv et Enerhodar au profit de l'Ukraine. Une fois la ligne de Chebaki et Kamensk brisée, la route vers Berdiansk, segment sud du couloir terrestre menant à la Crimée, sera atteinte. Si les lignes de Basileivka et Tokmak s'ouvrent, la connexion terrestre de la Crimée sera effectivement coupée. Chaque poste libéré coupe un peu plus ce lien. Il ne s'agit pas de bataille pour des villages isolés, mais des composantes essentielles d'une opération visant à isoler la Crimée. Dans la partie orientale de Zaporilla, l'Ukraine a mené une manœuvre de pénétration double, infiltrant les 2 flancs. Des munitions intelligentes de fabrication suédoise, appelées Bonus, détruisent les véhicules blindés russes à 35 km de distance. Des capteurs flottants dans l'air produisent des cartes thermiques avant de plonger en piqué sur les points les plus vulnérables du blindage. Des drones de première personne guident les véhicules de déminage. Une fois les champs de mines traversés, les troupes russes au centre se retrouvent prises dans un mouvement de pincement. Les voies d'approvisionnement sont réduites, soumises à un feu croisé et menacées d'enveloppement. Les forces aéroportées d'élite russes, les VDV, passent de l'offensive à la défense. Habituellement entraînées à infiltrer les lignes ennemies, elles se retrouvent aujourd'hui dans des tranchées sans protection face aux drones, subissant des frappes d'artillerie dès leur déplacement. Leur capacité de frappe s'effondre dans des positions embourbées. Sur le front de Komar, le fleuve Mokriali forme un piège naturel derrière les forces russes. Les ponts ont été attaqués par des drones, empêchant le passage du matériel lourd. Les routes d'évacuation sont bloquées. Les bataillons qui voient un fleuve infranchissable derrière eux perdent la capacité d'organiser une défense cohérente. Ce effondrement dans le sud rend réaliste, pour la première fois, une percée blindée. En 2023, une tentative avec 50 000 soldats s'était enlisée dans des champs de mines. En 2026, les champs demeurent, mais les forces qui se trouvent derrière ne peuvent plus être réapprovisionnées. Les VDV sont piégés dans les tranchées, les renforts ne peuvent arriver et la défense aérienne s'épuise. La 128e brigade d'assaut de montagne ukrainienne, ainsi que les éléments mécanisés du HUR, peuvent élargir ces brèches, chaque fissure ouvrant davantage le passage de Melitopol à Armiansk. Alors que le chemin vers la Crimée se dessine au sud, les fondations du plan russe pour le Donbass se fissurent à l'est. À Liman, l'Ukraine a lancé une contre-attaque mécanisée surprise depuis le nord, avançant de 3 à 5 km avant que les drones russes n'atteignent la zone. La tête de pont russe, à l'ouest du fleuve Serevets, est sur le point de s'effondrer. Être repoussé derrière le fleuve ne constitue pas seulement une perte de territoire. Tous les remparts que la Russie avait érigés sur la rive ouest sont en train d'être démantelés. Les rives embourbées et les marais restreignent le mouvement des blindés, tandis que les ponts flottants sont continuellement visés par des drones de première personne. Les soldats bloqués sur la rive ouest tentent de traverser le fleuve en abandonnant leur équipement. L'effondrement de cette tête de pont enterre effectivement le projet russe d'avancer vers Sloviansk et Kramatorsk. L'avancée d'une année risque d'être effacée en un mois,
et les forces restantes n'ont pas la qualité nécessaire pour sauver la situation. Les soldats mobilisés tentent de s'infiltrer à travers les forêts en petits groupes, mais ils manquent d'entraînement et de motivation. Selon les relevés du terrain, le temps moyen de survie sur le front est de 12 minutes. Les éléments combinés des armées russes 5 et 6 se retrouvent sans soutien. Les transmissions des drones ukrainiens intégrés au système Delta ont touché plus de 70 cibles logistiques. Une pénurie de munitions et de carburant commence à se faire sentir, révélant les fissures dans la structure de l'armée hybride russe. Les unités tchétchènes d'Amat, restant dans les lignes de Rir, se montrent réticentes à fournir un appui, privilégiant la protection de leur propre région. En revanche, les recrues et les minorités ethniques sont utilisés comme chair à canon. Les soldats d'origine touque ainsi que les unités du Daghestan et de la Bouriatie sont déployés dans les secteurs les plus sanglants. Lorsqu'ils prennent conscience de leur statut dispensable, le moral s'effondre et les redditions augmentent. La méfiance entre les unités exacerbe la paralysie logistique. Les soldats qui voient les munitions ne plus arriver commencent à douter des ordres de leurs supérieurs. Les déclarations officielles sont contredites sur les canaux de messagerie, et les soldats de rang inférieur partagent la vérité entre eux. Kupiansk est sous contrôle ukrainien depuis novembre 2025. Le croisement ferroviaire du Nord est fermé, et la voie d'approvisionnement de secours de la Russie qui alimentait Louhansk a été coupée. Il y a 2 ans à Kharkov, on disait que la ville allait tomber. Aujourd'hui, les Russes ont été repoussés jusqu'à la frontière. 2 implantations supplémentaires ont été libérées et les positions ukrainiennes à l'ouest d'Oserna ont été confirmées par géolocalisation à la fin du mois de mai. Ce tableau dans l'Est ouvre à l'Ukraine une fenêtre d'opportunité distincte de celle du Sud. La ceinture de forteresses, Kramatorsk, Sliviansk, Sibersk, reste solide et la Russie ne peut pas avancer. Chaque route d'approvisionnement fermée condamne les forces russes dans le Donbass à mourir d'une faim encore plus grande. Les Russes, repoussés vers la frontière nord, créent un corridor ouvert aux opérations surprises ukrainiennes. Et voici un autre scénario redoutable, un scénario que la Russie n'a jamais envisagé. En août 2024, lorsque l'Ukraine a infiltré Koursk, le président russe a été contraint de retirer des troupes du Donbass. La pression sur le front s'est atténuée. Aujourd'hui, la même logique peut s'appliquer à une échelle bien plus vaste, car la ligne de défense russe est bien plus fragile qu'en août 2024. À la frontière de Kharkov, les Russes ont déjà été repoussés jusqu'à la frontière. La direction de Sumy constitue également une autre possibilité, et l'expérience de Koursk a montré que l'effet de choc de ces infiltrations est massif, la chaîne de commandement du Kremlin interprétant mal le terrain et étant surprise par les imprévus. Chaque pression à la frontière déclenche le transfert de troupes depuis le Donbass. Chaque unité retirée du Donbass affaiblit davantage l'offensive dans cette région. La capacité de l'Ukraine à mener ses actions est aujourd'hui bien supérieure à ce qu'elle était en 2024. Les drones Hornet, équipés d'intelligence artificielle et connectés au système Starlink, peuvent frapper jusqu'à une profondeur de 150 km. Les reconnaissances par drone, les frappes à longue portée et les infiltrations de petites unités le long des zones frontalières obligent la Russie à rester en alerte sur l'ensemble de sa frontière. Chaque alerte détourne des ressources du front principal, et les fortifications russes ne peuvent résister à cette pression. Des tranchées en couches, des dents de dragon, des tunnels anti-drones conçus sur le papier, mais la plupart restent incomplets faute de personnel, sans entretien et inadaptés face aux attaques de drones. Le camouflage de véhicules civils révèle la véritable capacité défensive de cette armée. La stratégie de pression simultanée sur plusieurs points rend chaque point individuellement ingérable. Le corridor qui s'ouvre vers la Crimée au sud, les lignes d'approvisionnement qui s'effondrent à l'est, la pression frontalière au nord force la Russie à ouvrir un nouveau front pour en fermer un autre. Elle retire des troupes du Donbass pour renforcer Zaporijjia. Le Donbass s'affaiblit. Elle puise des ressources du groupe Sud pour protéger la frontière. Le Sud s'effondre. La couverture, même découpée, ne peut jamais couvrir totalement aucun secteur. Et à chaque mouvement, l'Ukraine réduit un peu plus cette couverture.
Le point le plus fin de la couverture se trouve au sud, où se situe la Crimée. Zaporijia se fissure, le corridor terrestre se coupe, la garnison s'affaiblit, des frappes en profondeur avec les missiles Storm Shadow sont lancées. Pour la première fois, ces éléments s'alignent simultanément. En 2023, cette approche a été tentée avec 50 000 soldats et des milliards de dollars de véhicules blindés. Elle a échoué. Les conditions de 2026, sur le même axe, favorisent désormais l'Ukraine. Les champs minés restent en place, mais les forces qui les soutiennent ne peuvent plus être réapprovisionnées. Les lignes de défense subsistent, mais leurs munitions diminuent. La défense aérienne demeure, mais aucune pièce de rechange n'arrive. Après Stepnirsk, les lignes de Basilivka et Tokmak peuvent s'ouvrir. Lorsque la route Tokmak-Berdiansk sera dégagée, le pont terrestre de la Crimée sera effectivement coupé. La région d'Enerjodar et la centrale nucléaire de Zaporijia, ZNPP, constituent une zone critique. Les activités des drones y ont fortement augmenté. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que le laboratoire a été attaqué. Les Russes utilisent la centrale comme bouclier, mais la logistique du personnel est ciblée et l'ancien lit du barrage de Kayovka est devenu un marécage peu profond. Des véhicules navals télécommandés peuvent assurer le passage. Des opérations de diversion peuvent soutenir l'offensive principale. La situation de la garnison de Crimée a déjà atteint des proportions critiques. La Russie a transféré la majeure partie de son personnel mobilisé vers le Donbass au printemps de 2026, le pire moment possible. Les forces restantes sur la péninsule ne peuvent être réapprovisionnées. L'autoroute R280 est devenue un piège. Les autorités ont interdit le transport de marchandises. Les drones Nemesis traquent partout. La flotte de la mer Noire à Sébastopol a dû se replier à Novorossiysk. Les véhicules marins télécommandés ukrainiens patrouillent sur la mer d'Azov et récemment, un missile Storm Shadow a frappé le quartier général de l'armée de l'air de Sébastopol, l'aérodrome de Boron et l'usine de réparation de Taganrog. La Crimée est de facto assiégée. À court terme, la situation reste difficile. Ces forces blindées sont limitées et la supériorité aérienne n'est pas encore pleinement établie. Cependant, avec l'arrivée des Gripen en 2027, le démarrage de la production des avions de patrouille électronique PE-3 en Pologne et l'accroissement des stocks de missiles Storm Shadow, à moyen terme, une opération de rupture vers la Crimée devient de plus en plus réaliste. Les règles de la guerre ont été réécrites, et ces nouvelles règles jouent en faveur de l'Ukraine. Se retirer simultanément sur 4 fronts n'est pas le fruit du hasard. Une chaîne d'étouffement interconnectée agit en arrière-plan. Au sud, le programme de blocage logistique, Logistical Lockdown, d'un coût de 113 millions de dollars, orchestré par Fedorov, a transformé l'autoroute R280 en un piège. Le groupe de renseignement Tochnet a confirmé qu'en mai seulement 130 véhicules, 30 trains et 400 dépôts ont été attaqués. Zaporijia était approvisionné via ce corridor. Lorsque celui-ci a été bloqué, les unités n'ont pu recevoir de renforts et se sont retirées. À l'est, le chemin de fer de Louhansk est asphyxié par des attaques coordonnées du service de sécurité de l'Ukraine. 5 passages critiques ont été frappés en une seule nuit. La région d'Iman était alimentée par cette ligne. Une fois la ligne bloquée, l'offensive s'est effondrée et l'infrastructure énergétique russe se désagrège. La capacité d'exportation de pétrole a chuté de 40%. En mai, 17 raffineries ont été visées. L'exportation de carburant pour avions a été interdite. L'Ukraine frappe le front avec des drones, coupe la arrière-ligne avec le blocage logistique et assèche la source en ciblant les raffineries. 3 niveaux, un seul résultat. Et la Russie ne peut répondre à cela à aucun niveau. La guerre électronique s'avère inefficace contre les drones Hornet. Le débat porte sur l'emploi du système de défense aérienne mobile à courte portée Small Sky, mais la production progresse lentement. Même les systèmes Tor-2, destinés à la protection, ont été interceptés en cours de route. Des chars restent à court de carburant. Des batteries d'artillerie attendent leurs obus, tandis que les lignes de front ne permettent plus d'évacuer les blessés. Lorsque la logistique s'effondre, la capacité militaire reste théorique.
et le soldat qui voit son camarade grièvement blessé mourir sous ses yeux perd peu à peu confiance en la hiérarchie. Le revers militaire du effondrement logistique est la retraite. La conséquence psychologique, en revanche, est l'insubordination, et les deux phénomènes s'alimentent mutuellement. Les planificateurs de guerre du Kremlin avaient promis à Vladimir Poutine la conquête du Donbass d'ici l'automne. Dans la région de Kostantinivka, des éléments des 8e, 4e et 5e armées, ainsi que les vestiges du 3e corps, totalisant 60 000 soldats, occupent la même position depuis 8 mois, subissant 316 pertes par kilomètre carré. Aucun progrès ne se réalise, chaque jour éloignant davantage Kramatorsk et Sloviansk. La perte de Kupiansk a entraîné la fermeture de la voie d'approvisionnement du Nord. Les forces russes dans le Donbass commencent à se retirer, pressées de deux côtés. Lors d'opérations de nettoyage à Novoselivka, l'Ukraine a frappé un centre de commandement principal avec une bombe GBU-62. Le kit de guidage Hadammer a fait plonger la munition en piqué à un angle prononcé, perçant le bunker en béton armé et neutralisant les systèmes électroniques qui l'abritaient. La même action a détruit 3 pièces d'artillerie et un centre de contrôle de drones. Privées d'un centre de commandement, les unités d'infanterie ne peuvent plus solliciter de soutien aérien, coordonner le feu ou planifier des manœuvres tactiques. Les troupes qui attendent à l'aveugle dans les tranchées deviennent des cibles encore plus faciles. Le coût de l'avancée a triplé. On comptait 67 soldats par kilomètre carré en octobre, chiffre qui a grimpé à 188 en avril. Avec un tel coût, prendre le reste du Donbass impliquerait des pertes incalculables. Un haut commandant ukrainien, s'exprimant à l'agence de presse, a indiqué que le point d'inflexion pourrait survenir dans 6 à 9 mois. Le porte-parole du service de renseignement a ajouté « Il n'est même pas certain que la Russie dispose de la capacité d'occuper cette région. » Au milieu du mois de mai, Syrski a déclaré clairement que, pour la première fois, il lançait davantage d'attaques. Le rapport de l'informateur Bobby du 28 mai résume la situation entière. Le commandement militaire russe déforme à haut niveau la géométrie du champ de bataille. Les planificateurs de Moscou présentent à Vladimir Poutine une image différente de celle que montre le terrain. Une hiérarchie qui prend des décisions sur la base d'informations erronées perd chaque jour davantage la possibilité de corriger le cap. Le professeur Friedman du King's College met en garde. Si les Russes n'ont rien à offrir en échange de leurs efforts, les choses pourraient commencer à se désagréger dans plusieurs zones. Souvenez-vous de la contre-offensive de Kharkiv en 2022. Quand un secteur s'est effondré, l'effet domino a suivi. Balaklava, Izium, Kupiansk, Liman. Des centaines de kilomètres carrés de territoire se sont effondrés en quelques semaines. Aujourd'hui, le même risque se manifeste sur 4 fronts simultanément. Les réservistes russes de 2022 sont désormais bien plus limités. La profondeur stratégique s'est réduite. Les nouvelles recrues se sont épuisées. La capacité logistique a été étouffée. La dissolution, le désastre ne concerne pas uniquement la perte de territoire, mais entraîne également une dévastation psychologique. Les soldats dans les tranchées voient de leurs propres yeux que les ordres de leurs supérieurs ne peuvent être exécutés. Le danger d'un encerclement à Zaporijjia, le piège du fleuve à Liman, 8 mois d'inactivité à Kostantinivka, l'instinct de survie l'emporte sur la volonté de combattre. Les rapports d'insubordination des procureurs militaires ont atteint des proportions impossibles à dissimuler. Sur les canaux de messagerie, les soldats de rang inférieur partagent la réalité du front. Au fur et à mesure que les déclarations officielles sont contredites, la colère monte. Les options du Kremlin se réduisent également. Une mobilisation totale constitue une dynamite politique. Même la mobilisation partielle de 2022 a poussé des centaines de milliers de personnes à fuir le pays. Une mobilisation totale pourrait déclencher un soulèvement social. Une retraite stratégique a du sens d'un point de vue militaire, revenir à des lignes défendables, concentrer les ressources. Cependant, Vladimir Poutine n'est pas un dirigeant qui accepte le terme retraite. Même le retrait de Géorgie n'a été possible qu'à la suite de l'insistance de Gerasimov. La rhétorique nucléaire perd de son efficacité à chaque avertissement. Changer de commandant ne modifie pas la structure.
Le problème ne réside pas dans les individus, mais dans la crise structurelle de l'armée. Les répercussions diplomatiques augmentent progressivement. La Chine observe de près la capacité décroissante de la Russie et calcule le coût de soutenir un allié épuisé. Le Kazakhstan se distancie, compliquant le système d'importation parallèle. Loukachenko montre son inquiétude quant à la sécurité frontalière. À mesure que le pouvoir projection de la Russie s'évanouit le long des rives du Sérept, de l'Hérapt et dans les étendues de Sapori, son influence diplomatique s'amenuise également. La solidarité des structures autocratiques se fissure et ces fissures multiplient la pression sur le régime. Mais soyons honnêtes, un simple regain d'élan ne constitue pas une victoire, seulement une opportunité. La Russie conserve toujours sa supériorité numérique, avec plusieurs centaines de milliers de soldats et d'immenses réserves de munitions. Même en se retirant, elle peut se regrouper sur des lignes défendables, comme cela s'est fait à Géorgie en 2022. L'avantage des drones ne restera pas permanent.